Depuis maintenant très longtemps, la France, comme d'autres pays, est le théâtre vivant d'histoires épouvantables, tellement sordides que la plus grande majorité du peuple n'ose s'y intéresser. L'individualisme, sournoisement installé depuis plusieurs décennies par une élite invisible, rendant la plupart des citoyens totalement indifférents aux drames qui s'opèrent en silence. Une indifférence assourdissante permettant l'accumulation de toujours plus de victimes. Il s'agit des viols d'enfants. Démarrons par un constat. Sauf en de rares exceptions, les journalistes de tous bords ayant abandonné ce combat depuis maintenant trop de temps, vendant âme et conscience pour le prix de la tranquillité que leur offre ainsi leur hiérarchie, abandonnent l'idée d'aborder ces sujets. Cela eut pour résultat qu'avec les années, le sujet devint tabou et les innombrables victimes virent leur droit de parole leur être soustrait. Nous sommes bien loin des documentaires honnêtes, ou presque, à la Élise Lucet, ou aux interviews qui ne disent pas tout, à la Beneux, qui, comme ses confrères, n'ose mentionner ne serait-ce que le nom des affaires sur lesquelles il ou elle ont travaillé. Voilà le courage actuel de nos journalistes et de nos médias en 2020. L'argent, l'emploi, la tranquillité, en échange du silence pouvant ainsi contenir la révolte populaire en France contre ces réseaux organisés et gérés au sein même des gouvernements. Mais cela, au prix des victimes toujours plus nombreuses, dont ils ne prennent plus la défense. Voilà l'état du pays. Un pays où le viol des jeunes âmes innocentes et sans défense, l'inceste et sacrifice d'enfants en offrande à une entité que nos gouvernements portent avec fierté et à la vue de tous, sont des crimes sur lesquels nul n'a le droit d'enquêter. À travers ce documentaire, qui ne serait assez long pour exposer l'entièreté de la situation, nous essaierons d'être le plus concis possible, afin qu'il puisse être compréhensible à la plus grande majorité. Il ne sera question de rentrer en détail dans toutes les affaires que nous connaissons. Il y en a bien trop. Mais un tour d'horizon de ces dernières devrait pouvoir retirer le dernier clou de ce cercueil du silence que l'État a mis en place en France avec la collaboration honteuse de la police, de la justice et des journalistes. Viol d'enfants, à quand la fin du silence ? Le 27 mars 2000, Élise Lucet présente le reportage sur Pierre et Marie. Il est alors question de viol en réunion, précisément de viol rituel dans un hôtel chic de Paris, où les enfants décrivent avec un effroi palpable des abus et des meurtres de jeunes âmes pouvant aller jusqu'au nouveau-né, par des adultes, vêtus de longues toches blanches arborant un rectangle en leur centre. Toute l'affaire est anonymisée, allant jusqu'à taire le nom de la juge Collabo, qui prononcera le non-lieu. Dès lors, nous pouvons sentir l'odeur, même à cette époque, du lourd silence qu'entourent les affaires des réseaux pédophiles, pour ne pas dire pédosataniques. Toutes les personnalités mêlées à cette investigation sont, de façon très opaque, dissimulées derrière un anonymat insoutenable. Suspects, coupables, juges, magistrats, tous à la même enseigne. Suite à la mise sur écoute du père en question, nous apprenons qu'il aura le bras suffisamment long pour connaître directement depuis le bureau du juge et du procureur l'avancée de l'enquête. Un peu plus tard, nous découvrons ensuite un peu plus en profondeur ses incohérences avec le milieu de la magistrature. À ce stade, nous pouvons déjà palper la corruption qu'occupent ces milieux, mais surtout le lien répété selon les affaires entre ces personnes suspectées d'appartenir à des réseaux pédophiles et les plus hautes instances judiciaires de notre pays. Les experts mandatés pour examiner les accusations des enfants seront tous formels. Ils ne mentent pas. Pourtant, aucun de leurs rapports ne sera pris en compte durant le procès. Les écoutes téléphoniques, quant à elles, seront éludées, mettant bien trop en évidence les liens entre l'accusé et les services mêmes qui seront en charge de rendre un jugement. Sans trop de surprise, un non-lieu sera rendu avec la mention de rétablir le partage de la garde des enfants avec le père accusé. La mère essaiera malgré tout de se battre jusqu'au bout et obtiendra en Suisse, auprès de Georges Glatz, responsable de l'association du CID, le témoignage pouvant faire réouvrir le procès grâce à des enfants victimes dans d'autres affaires qui, sur photo, pointeront du doigt les mêmes accusés. Mais même munis de ces nouvelles preuves accablantes, l'appel en France ne passera pas. La mère, devant alors partager à nouveau la garde des petits,
n'aura d'autre option que la fuite du pays pour les mettre à l'abri. En fin d'émission, un débat eut lieu sur le plateau de France 3. Complaisance avec la direction de la police et la manière dont fut traitée l'investigation, soutien d'effectifs des juges et magistrats qui rendirent le verdict de non-lieu, rapport psychologique soutenant que les enfants ne mentent pas éludés dans leur intégralité, corruption évidente de la magistrature passée sous silence. Mais le couperet tombera malgré tout. Martine Bouillon, substitut du procureur au tribunal de Bobigny, balancera au milieu d'un plateau honteux et mal à l'aise qu'elle a connaissance de charniers d'enfants en région parisienne. Cette confidence lui coûtera sa carrière. Dès le lendemain matin, dans l'urgence et l'angoisse, toutes les autorités en place démentiront. Mais le Conseil supérieur de la magistrature, dans lequel siège le président de la République de l'époque Jacques Chirac, n'en restera pas là. Ils ne laisseront pas impunis ce qui pourrait les faire tomber, tous, et ainsi, la sanction tombera le même jour, moins de 24 heures après la projection du reportage. Martine Bouillon sera d'abord mutée de la région parisienne. À présent bâillonnée, elle ne s'exprimera plus sur les tenants et aboutissants de ce qu'elle eut le courage de dire sur le plateau. Une proche de Pierre Mazet, l'homme qui eut la grande présence d'esprit de numériser le documentaire avant qu'il ne soit complètement enterré, aura un contact avec une personne ayant réussi à approcher Martine Bouillon pour obtenir plus d'informations sur l'après de ses déclarations. Elle lui confiera les mots suivants. Le haut magistrat qui lui assigna l'ordre de mutation, Michel Joubrel, fut par la suite mis en examen pour pédopornographie. Au dire des enquêteurs, certaines des 10 à 15 000 photos pédophiles saisies chez ce magistrat étaient à la limite du supportable. Les membres du réseau dont il faisait donc partie s'échangeaient des photos de viols d'enfants et de bébés. Michel Joubrel sera condamné. Il n'écopera donc que de 8 mois de prison avec sursis. Sursis ou acquittement, concrètement dans les faits, aucune différence. L'affaire, ainsi que la médiatisation de ce genre de cas s'arrêtera là. Le tabou absolu doit être installé. Plus aucune affaire de réseau mêlant le territoire français ne sera plus jamais exposée à la télé. Été 2019, l'affaire Epstein était en train de faire grand bruit, et c'est à ce moment précis que le gouvernement français ordonna secrètement ce que nous qualifierons de vol de biens publics, le reportage d'Élise Lucet par l'Institut national de l'audiovisuel, autrement dit l'INA. Rappelons que ce reportage fut intégralement financé par les citoyens français puisque se trouvant sur une chaîne publique, fonctionnant donc grâce à nos impôts. Dès la mise sous dépôt du documentaire dans les registres de l'INA, toute personne diffusant des extraits ou son intégralité, tels que sur YouTube, virent leur chaîne sanctionnée et la vidéo immédiatement retirée. Pourquoi ? À cela plusieurs théories. L'affaire Epstein allait enfin être révélée. L'existence formelle et indiscutable des réseaux pédophiles à l'international, composés principalement, voire uniquement, d'officiels du gouvernement, d'acteurs, de chanteurs, de journalistes, de dirigeants de multinationales, et toute une brochette de hauts profils mondiaux appartenant à cette vaste caste des ultra-riches. La vaste majorité d'un peuple totalement sous perfusion, à la limite de la léthargie, nourri de mensonges à outrance de la part des autorités et de leurs sous-fifres médiatiques, ayant pour unique objectif la désinformation du public, n'allait pouvoir taire une telle affaire. Comment l'aurait-il pu ? L'affaire faisait les gros titres à travers le monde. Et si dans un réveil brusque, une partie de la population se penchait sur le sujet, c'est sur viol d'enfants probablement, le reportage d'Élise Lucet, qu'il tomberait. Bien que vieux de 20 ans, il fallait absolument empêcher toute diffusion de ce reportage. N'oublions pas que l'avocate du père de Pierre et Marie se nommait Monique Smadja Epstein. Vous comprenez où se situe le problème ? Des individus curieux de savoir de quoi il est question, interrogeant par des mots-clés contenant Epstein les moteurs de recherche ou YouTube, pourraient tomber sur des traces de cette vieille affaire. Permettre aux gens de relier dans leur tête les deux affaires serait un suicide collectif pour la caste en question. Donc, le gouvernement macroniste prit les choses en main et demanda le dépôt du reportage dans les archives de l'INA, le rendant inexploitable et indiffusable. Il s'agit là, comme tout le monde le sait à présent, d'un réseau pédophile, mêlant tout autant à des trafics d'armes, d'uranium, d'espionnage, d'attentats, de corruption,
à condition de prendre le temps de remonter l'argent et les sociétés écrans de cette affaire. Pour les médias français, cela se limitera à des viols d'adolescentes. Nous tenons à rectifier immédiatement ce mensonge ordonné directement depuis les plus hautes instances du pays, même si tous les médias souhaitent vous persuader de cette supercherie. Il était question d'adolescentes, certes, mais ces dernières, anciennes grooming girls, chargées de recruter à leur tour des enfants, serviront d'écran au scandale puisque derrière, si vous cherchez bien, vous comprendrez qu'il est aussi question d'enfants bien plus jeunes, filles comme garçons. Mais regardez attentivement le timeline de ce qu'il s'est passé avec l'affaire Epstein. Il est arrêté en descendant d'avion de son retour de France. Telle une traînée de poudre, les médias de d'autres pays prennent à leur tour le relais. En France, pas un mot. Il faudra attendre septembre 2019. Là, Marlène Schiappa, auteure de livres porno et ministre de l'égalité homme-femme, réclamera une enquête. Une question légitime, de qui se fout-on ? Telle une pièce de théâtre, ils nous joueront du haut de l'Élysée une scène stupide et grotesque de désaccord entre ceux qui réclament une enquête et ceux qui ne le désirent pas. Si vous avez cru à cela, je vous arrête immédiatement. Il n'y a aucun politique français qui désirait que l'on s'attarde sur cette affaire et encore moins d'ouvrir une enquête. Mais il fallait une protestation fictive et Marlène Schiappa prit le rôle de la grande justicière. Amusant, pour ne pas dire pire. Celle qui prône l'éducation sexuelle des enfants en bas âge, franc-maçonne à la grande loge féminine parisienne, qui est assez naïf pour le croire. Alors penchons-nous sur l'enquête en France. Le tour est rapidement fait. Seuls les Français mentionnés dans les journaux internationaux les plus connus seront cités dans les médias collaborateurs français. Il s'agira donc du prince pédophile Andrew, Jean-Luc Brunel, Jean-Yves Le Fur sera à peine murmuré, et pour finir, Ghislaine Maxwell. C'est ici que vous pouvez palper sans embâche le scandale et la supercherie. En effet, il y a beaucoup plus de noms très importants que les Français auraient dû entendre et lire sur les grandes pages des médias. Pour simple exemple, Linda Pinto et de son frère Alberto, le décorateur d'intérieur de Jacques Chirac. Parlons aussi de Caroline Lang, la fille du pédophile notoire Jacques Lang. Ce dernier, ironie du sort d'être un imbécile, confiera à un journaliste avoir dîné plusieurs fois dans l'appartement avenue Foch de Jeffrey Epstein. Détail important à prendre en compte, Ghislaine Maxwell ramènera pour son anniversaire dans les années 2000 3 petites de 12 ou 13 ans à Epstein depuis la France jusqu'aux États-Unis. Là encore, pas un mot, rien, silence absolu. Nous sommes en été 2020, un an s'est écoulé, il n'y a toujours pas la moindre enquête, pas la moindre interpellation, pas le moindre dossier ouvert, et fait absolument scandaleux, toujours pas de juge de nommé, permettant ainsi de ne jamais ouvrir de procès. C'est là que tout se joue. En ne nommant pas de procureur depuis plus d'1 an, ils ont ainsi largement le temps pour régler ce qui doit l'être, faire disparaître des preuves potentielles, faire fuir les coupables à l'autre bout du monde, et ce, toujours dans l'indifférence générale. Mais revenons un instant à ces hautes instances qui prononcent des non-lieux dans des affaires aussi graves, malgré l'accumulation flagrante de preuves. En ordonnant en parallèle la mise en arrêt de simples voleurs de sandwich qui, eux, ne prennent pas de sursis mais bien de la prison ferme. Car des hauts responsables de la magistrature ou non continuent, eux, bel et bien, de tomber dans des affaires similaires, mettant en avant encore et toujours l'existence au sein même de nos institutions de réseaux pédophiles vastes et étendus et si grandement protégés par ces derniers et par le gouvernement lui-même. Il y a quelques semaines, un juge, président du tribunal des enfants à Dijon, fut attrapé pour avoir mis sa fille sur un site échangiste pour la faire participer à ses pratiques sexuelles à lui et à sa femme. Son nom, quant à lui, sera passé sous silence absolu. Le juge devant s'occuper du dossier se montrera très complaisant envers son confrère,
prétextant qu'il est rempli de remords, qu'ils ont les preuves qu'il n'est jamais passé à l'acte, que tout ceci faisait partie d'une sphère imaginaire et de fantasmes, que sa femme n'était pas du tout au courant, bien que partageant le compte en question. Elle sera d'ailleurs blanchie avant le moindre début d'enquête. Ils ont enterré l'affaire espagnole, Opération Trinity. Seul Spoutnik écrira quelques rares lignes en français. 2 Français à la tête de ce réseau, mettant en lumière plus d'1 million de fichiers pédos. Un réseau qui était en train, grâce au soutien des services sociaux espagnols leur procurant des jeunes garçons, de mettre en place des formules voyage tout compris pour le Maroc, où les petits garçons allaient être fournis avec le voyage, l'hôtel. À présent, il est l'heure de dévoiler notre enquête sur ce réseau. Nous avons cherché des médias, des policiers, des journalistes, prêts à nous seconder pour faire exploser l'information. Nul n'a répondu présent. Alors aujourd'hui, nous prenons ce risque, seuls et sans filet, et nous allons vous dévoiler ce que nous avons trouvé. Les réseaux ne doivent plus être protégés, et notre engagement dans ce combat nous impose de l'exposer, peu importe les risques. D'abord et brièvement, sachez que ce réseau opère depuis au moins 40 ans. Les têtes changent, certaines têtes tombent, mais le réseau prospère à travers le monde et en Europe depuis des décennies. Dans les années 80, un réseau tombe aux USA, mettant en lumière le plus gros trafic pédopornographique du pays à l'époque. Les contenus pédos proviennent d'Europe. Le réseau continue et tombe à nouveau dans les années 90. Le réseau de Valence. Les têtes changent et le réseau perdure. Pour retomber une énième fois en 2016. Là, nous retrouvons plusieurs responsables. D'abord les secondaires, dans les noms de Miguel Avilés Fernandez, Martin Rafael Chanza Almudever, José Cardona Serra, Fernando Aguilera Garrido, Youssef en Nassiri, puis les dirigeants principaux dans les noms de Christian Arson et Jean-Luc H. Baker, souvent nommé Jean-Luc H. Mis en prison à titre préventif en 2016, Christian Arson et Jean-Luc H. Baker seront libérés sans la moindre raison, et après 3 ans de préventive en attendant leur procès, quelques jours seulement avant de passer au tribunal. Corruption évidente et effrayante de la pédojustice espagnole. Les hommes disparaîtront dans la nature, bien évidemment. La France n'extradant pas, il y a de fortes probabilités qu'ils soient cachés parmi nous sur le sol français. Il sera dit que Interpol les recherche, mais mensonge habituel, aucun d'eux ne figure sur la liste Interpol des gens recherchés. Les infos dans les médias sont erronées, mais nous parviendrons à remonter une info capitale. Nous sommes retournés sur le passé de Jean-Luc H. Baker. Avant d'arriver en Espagne, il produisait des films porno en France. Et il travaillait pour Michel Ricot et Gérard Menou. Gérard Menou, aussi connu comme le roi du porno en France à l'époque, travailla avec Daniel Messinger, premier fournisseur en matériel vidéo de Gérard Menou. Des extraits de ces dites productions furent retrouvés dans les CD-ROM de Zandvoort. Messinger était en relation avec Nioul et Dutroux et fut à l'époque inculpé pour viol sur des enfants de 8 à 12 ans. Gérard Menou, lui, était aussi en relation avec Dutroux, confession de sa propre voix. Nous avons donc Jean-Luc H. Baker à la tête d'un trafic de petits garçons pour du contenu pédopornographique en Espagne, qui travaillait avec un homme connecté directement au réseau Zandvoort et Dutroux. Ces 2 réseaux, il est important de le mentionner, ne sont en fait qu'une seule et même affaire. Dutroux ou Zandvoort, c'est la même histoire, les mêmes personnes impliquées, et là, nous avons sous la main un homme qui travaille au tournage de films porno, révélé à l'époque comme dissimulant de la pédopornographie. Vous faites le lien ? On pourrait croire que déjà tout ceci est énorme. Pourtant, ce n'est pas tout. Loin de là.
Est-il nécessaire de mentionner qu'en plus de tout cela, après plusieurs années de préventive, ils furent libérés juste avant le procès afin de pouvoir s'échapper? De quoi avait-il peur? Quel nom aurait-il pu donner? Quel réseau cachait-il? Les connexions sont rapides. Dutroux, Zandvoort, Trinity, encore une fois, le même réseau. Nous venons de tomber sur une affaire qui n'est autre que la descendance même de Zandvoort et Dutroux réunis. Le réseau opérait caché derrière une société que les journalistes nommeront HOM. La société n'existait pas. Alors, jouant avec l'algorithme de Google, en modifiant le nom, en retirant, en ajoutant des lettres, nous trouverons le Saint Graal. La société porte en réalité le nom de HCOM Production SL. Elle est domiciliée au 46 rue Tapioles à Barcelone. Sauf qu'à cette même adresse figure une seconde société portant le nom de Sale Adult Line Only SL. Traduisons, vente adulte seulement. Cette société appartient à Frédéric Ernest né Sanson. Une société au nom évocateur qui est domiciliée à celle de HCOM SL, dissimulant un trafic pédophile. Mais nos trouvailles ne s'arrêteront pas là. Dans les registres du commerce espagnol, nous découvrirons avec stupéfaction que Jean-Luc Ashbaker était le gérant de Sale Adult Line Only. Les deux sociétés sont donc intrinsèquement liées. Alors pourquoi il n'est pas fait mention de cette dernière, ni du nom de son propriétaire? Nous le comprendrons par la suite. Nous recherchons donc tous les Frédéric né Sanson du monde entier, précisément Frédéric Ernest né Sanson. Le deuxième prénom de cet homme vaut de l'or. Nous trouvons en France un Frédéric né Sanson. Accrochez-vous. Ce nom ne vous dit probablement rien, mais cet homme est très important. À ce stade, nous n'avions pas la preuve qu'il s'agissait du même homme, car aucun papier officiel ne mentionnait son fameux deuxième prénom, et après des mois d'enquête, nous abandonnions l'idée de trouver cette fameuse preuve. La preuve que le Frédéric né Sanson français était bien celui portant Ernest comme second prénom. Jusqu'au jour où nous tombions sur le Saint Graal. Un vieux registre du commerce français, le seul n'ayant été modifié pour dissimuler les preuves mentionnant ce Frédéric comme portant en deuxième prénom Ernest. Il n'y a aucun autre homme portant ce nom complet. Cependant, avant de continuer, mentionnons une petite chose. Nous ne portons accusation de rien. Nous exposons les faits et le fruit de notre travail. Voici le profil de l'individu. Il eut fait campagne pour la République en marche de Macron. Il était le grand chancelier de la loge franc-maçonne Memphis Mizraïm International. L'homme, sur son profil Facebook, est très souvent en vacances au Maghreb, lieu où le réseau espagnol avait prévu de monter ses hôtels all-inclusive pour pédophiles. Et accrochez-vous encore. Il a une société parisienne se situant à 5 numéros de l'appartement de Jeffrey Epstein, avenue Foch. Cela fait beaucoup? Beaucoup trop pour croire que tout ceci est une coïncidence. Qui était à la tête de ce réseau? Qui était le patron de Jean-Luc Ashbaker et Christophe Arson? Pourquoi la société de Frédéric Ernest né Sanson est domiciliée à la même adresse et employée dans le passé en tant que gérant Jean-Luc Ashbaker? Nos conclusions: au-dessus de Jean-Luc Ashbaker se trouvait Frédéric né Sanson. Rappelez-vous, ils ont enterré l'affaire Dutroux en Belgique, allant jusqu'à éliminer les témoins. 30 témoins assassinés, passés sous la coupe du suicide. Remplacement du juge qui semblait enclin à offrir la justice, menace de mort afin que son travail ne soit pas fait correctement. Les hauts profils accusés ne seront jamais investigués. Bref, un scandale judiciaire qui reste à ce jour impuni. Ils ont enterré l'affaire Zandvoort. L'homme les ayant découverts sera fortement puni. Monsieur Vervlossen, jeté en prison pour ne s'être soumis à la pression, sera jugé pédophile et décédera derrière les barreaux. Pour la justice, les victimes n'existent pas. Les parents français reconnaissant leurs enfants sur les CD-ROM recevront l'insulte que ce sont des sosies. La ministre Guigou mentira en plein direct durant le journal télévisé français
se disant prête à recevoir les CD-ROM pour les étudier, alors qu'elle les possédait depuis plus d'une année. Sont dans le CD-ROM que nous ne disposons pas. La justice a demandé, y compris aux journalistes, qui peuvent posséder ce CD-ROM, de les communiquer à la justice. Tout le monde ment. Personne n'enquête. Le parquet de Paris, par l'intermédiaire du juge Yvon Talec, qui dira, et je cite, que la plupart des clichés pédopornographiques furent pris avec l'accord des enfants et des parents, que les photos sont vieilles, qu'il faut minimiser. Ils concluront tout cela avec Frédéric Malone, commissaire divisionnaire de la direction centrale de la police judiciaire qui, à l'époque, nous affirmera sans cligner de l'œil que les réseaux n'existent pas. Ils ont enterré l'affaire amie de Lisa, usant d'un stratagème bien trop connu et si répétitif de l'incrimination des dénonciateurs. Ce n'est plus les réseaux qui tombent et les pédophiles qui sont jugés. Non, en France, ce sont les dénonciateurs et lanceurs d'alerte qui sont emprisonnés. Ils ont enterré l'affaire du Corral, où il est possible de retrouver toute la petite brochette pédophile de l'Élysée, Jacques Lang y compris. Monsieur Olindre, à l'époque, dénonçant que ce dernier eût sodomisé un jeune garçon handicapé, la tête dans un seau de merde, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ils ont enterré l'affaire d'Outreau, blanchissant tous les accusés, omettant de parler du réseau similaire qui s'opérait à 2 immeubles de là, et ne préciseront jamais que certains sont retombés pour des faits similaires. Étrange pour de soi-disant innocents. À la place, ils instaureront, en tant que ministre de la Justice, Dupond-Moretti, le coupable de tous ces acquittements dont il est question. Personne ne semble faire le rapprochement qu'un tel avocat fut désigné pour représenter un groupe de pédophiles sans le sou et vivant en HLM. Un ténor du barreau, pro de l'acquittement, défendant des petites gens de quartier populaire dans une affaire où les enfants victimes nomment des notables comme étant les agresseurs. Comprenez-vous à présent ? Ils ont enterré toutes les affaires de réseaux pédophiles, car toutes mentionnaient à un moment ou à un autre un magistrat, un franc-maçon, un juge, un responsable des services sociaux, un directeur d'association pour enfants, ou une tête politique œuvrant pour ce gouvernement ou un précédent. Ils enterrent tout ce qui pourrait remonter aux plus hautes instances du pays. La désinformation obtenue par le bras armé de nos dirigeants s'opère par l'intermédiaire des médias. Pas un en particulier, mais tous. D'un commun accord, nul n'a autorisation de faire étalage de ces réseaux qui sont pourtant sous votre nez. Et le réseau espagnol ne fut jamais, au grand jamais mentionné dans aucun média français. Quelle conclusion en tirez-vous ? Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui, sur différents plans, à leur manière, tentent de lutter contre toute cette gangrène mise en place depuis des décennies, avec le consentement ou la passivité de la population. Ils sont activistes, youtubeurs, lanceurs d'alerte, rappeurs, psychologues, écrivains, et tous ont un point commun, l'envie de lutter contre ces réseaux pédophiles. Dans la lutte contre la pédocriminalité, je réponds au pseudo de Lambert. Mais avant tout, je suis père de 4 enfants et même grand-père d'une magnifique petite fille. Depuis de très longues années, je combats ces assassins d'enfance, et depuis quelques mois, j'ai fondé l'Arbustive, elle-même divisée en plusieurs équipes qui travaillent sur les réseaux sociaux. Notre premier boulot est de créer des enfants virtuels pour faire barrière entre les gosses innocents et les pédophiles. Ensuite, nous constituons des dossiers sur leur identité présumée, puis nous prenons contact avec les forces de l'ordre pour qu'ils puissent être présentés à un magistrat. Et c'est là que ça coince parfois. Certains représentants de la justice sont-ils corrompus? Sont-ils liés à des mouvements pédophiles ou auraient-ils eux-mêmes des perversions aussi ignobles? Aujourd'hui, il m'est impossible de le dire. Par contre, j'affirme que certains magistrats ont refusé de prendre en compte des signalements que je leur ai moi-même apportés sur des dangereux pervers. Il y a moins d'une semaine, c'est pourtant même avec l'appui d'un OPJ qui a téléphoné pour appuyer mon dossier et mettre encore plus la lumière sur un multirécidiviste violeur d'enfants que j'ai reçu une fin de non-recevoir. Autre cas en Belgique, il y a 5 mois. J'ai amené à un procureur du roi un dossier sur un homme qui non seulement voulait violer des enfants,
mais qui, sur une vidéo postée sur un réseau social, déclare vouloir tuer des enfants de 10 ans et violer leurs cadavres. À ce jour, il n'a toujours pas été interpellé. Et ne me parlez pas d'enquête en cours, c'est faux, rien n'a été fait. Pourquoi? Qui les protège? Peut-on réellement parler de réseau étatique? Je ne saurais l'affirmer. Mais ce qui est sûr, et encore plus aujourd'hui en France, avec les nouvelles nominations au gouvernement, c'est qu'un message très négatif est donné aux victimes. Aujourd'hui, la société est accro au voyeurisme, à la télé-réalité, à la mode, quelle que soit sa forme. Il faut aller vite et être percutant pour retenir l'attention. Mais comment être plus percutant et rapide qu'un pédocriminel pour que la population prenne acte et cause pour ce fléau? Beaucoup de personnes détournent la tête par peur d'y être confrontées, par peur de voir la vérité. Il n'y a pourtant généralement pas de théorie du complot dans ce sujet. Tout y est déjà assez sordide. Réveillez-vous s'il vous plaît, je vous en conjure. C'est mon enfant, c'est votre enfant, ce sont nos enfants que ces assassins d'enfance détruisent chaque jour.